Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 1er juin. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8. Le journal, comme chaque jour, nous revenons sur votre actualité locale entourée de nos invités, mais également des journalistes de la rédaction. Tout de suite les titres de cette édition. Inondations, coupures d'électricité, accidents sur les voies ferrées, les intempéries des derniers jours n'ont pas épargné notre département. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, s'est même déplacé aujourd'hui à Rambouillet pour constater les dégâts. Le point à suivre dans cette édition. Un nouveau code de la route qui fait polémique. Bientôt, l'examen pourra se dérouler ailleurs que dans les auto-écoles. Où en est la réforme du permis de conduire engagée en juin 2014 ? Pour nous en parler ce soir, notre invité Philippe Colombani, président de l'UNIC, l'Union nationale des indépendants de la conduite. Et les fans de football l'attendent avec impatience, J-9 avant le début de l'Euro 2016 qui se déroule en France. Pour vous faire patienter, nous vous proposons une mini-série de reportages jusqu'à vendredi sur les équipes installées dans notre département. Aujourd'hui, on part à la découverte du centre de l'équipe de France Clairefontaine dans les Yvelines, à côté de Rambouillet. Il a été rénové pour l'occasion. Et pour ouvrir ce journal, nous revenons sur les intempéries d'hier liées aux précipitations records en France et bien sûr dans le département. Vous en avez peut-être été témoin. Retour sur les intempéries de ces derniers jours. De nombreuses communes ont été touchées comme Plaisir ou encore Saint-Rémy-les-Chevreuses en partie inondées. Selon la préfecture des Yvelines, plus de 1900 interventions ont été effectuées dans tout le département et plus de 170 pompiers ont été mobilisés. Nous avons suivi ceux du centre de secours de Morpas, Mélanie Poquet et Camille Lambert pour ce reportage. La Saint-Arnaud, j'ai été effectué une reconnaissance aux 5 rues rouges, comité d'encours, intervention annulée. Pas d'informations concernant la rue des Ajouts. Depuis 22h lundi soir, les pompiers yvelinois ont multiplié les interventions. En cause, les inondations liées aux fortes pluies des derniers jours. Les secours sont intervenus sur près de 1900 opérations. On a une accumulation importante d'eau sur tous les terrains, ce qui crée bien des infiltrations d'eau dans les maisons, voire des ruissellements liés à des rues et des petits cours d'eau qui actuellement débordent sur le département des Yvelines. Dans le département, entre 40 et 80 mm d'eau ont été recensés par Météo France en 24 heures. 179 pompiers ont été mobilisés. Parmi les communes touchées, Plaisir, Rambouillet ou encore Saint-Rémy-les-Chevreuses. Et puis ce matin, ça monte, et puis on se pose beaucoup de questions en fait, si ça va se terminer. Quoi. Vous avez de l'eau dans votre sous-sol ? Ah, ici, là. Ouais. Puis tout derrière, trempé. Vous voyez, le jardin, il est sous l'eau. Ça va, vous prenez plutôt avec philosophie ou vraiment... Je vais faire. On verra après. Hein. On verra avec les assurances, on peut rien faire de toute façon. Dans cette commune de 8000 habitants, l'Yvette a rapidement débordé. L'eau est montée jusqu'à 65 cm, provoquant l'intervention de 4 plongeurs des équipes de secours aquatiques. Ce genre d'intervention est exceptionnel. Néanmoins, on est préparé à ce genre de facteurs et on a dépêché sur place des sapeurs-pompiers en nombre suffisant pour pouvoir pallier justement à cette demande de secours supplémentaire et dans un même temps pouvoir continuer notre service de secours habituel. La décrue à Saint-Rémy-les-Chevreuses n'a pas encore commencé. La mairie a mis en place une cellule psychologique. 127 résidents d'un EHPAD et d'un soin de suite ont été relogés dans des établissements similaires. Pour les habitants, il faudra s'armer de patience. Et ce midi, Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, et Gérard Larcher, président du Sénat, se sont déplacés à Rambouillet pour faire le point sur les inondations dans la commune, mais aussi sur le département. À Rambouillet, les deux hommes ont félicité le service de secours et les pompiers pour leur travail. Ils se sont rendus dans le quartier du Grousset, une des zones les plus sinistrées, comme vous allez le voir. William L. était sur place. Les services de secours de police et de la ville de Rambouillet ont été remerciés ce mercredi par Bernard Cazeneuve. Une mobilisation qualifiée par le ministre d'une exceptionnelle coordination. En visite à Rambouillet dans le quartier du Grousset, l'un des plus touchés par les inondations, Bernard Cazeneuve, en compagnie de Gérard Larcher, est venu constater les dégâts. Je voudrais exprimer à toutes ces familles qui sont touchées par ces inondations la totale et entière solidarité de l'État, qui prendra immédiatement toutes les dispositions pour favoriser l'indemnisation et organiser la solidarité autour de ces familles, en mettant en place le dispositif de catastrophe naturelle immédiatement, dès lors que l'ensemble des conditions
qui président au déclenchement de ce dispositif seront bien entendu réunis et tout semble indiquer ici quelles le sont. Dans ce quartier, l'eau est montée jusqu'à 1,80 m à certains endroits, inondant les voitures et les habitations du rez-de-chaussée. Nous, on habite la rue un petit peu en haut. Comme à Rambouillet, on passe notre temps à avoir des amendes de stationnement. On garde nos véhicules un peu plus par ici. Donc, par contre, là, les policiers ne sont pas venus nous prévenir, faire des annonces dans la rue en disant qu'il fallait dégager. Donc, en fait, on est venu ici le soir pour récupérer un autre véhicule. Et on s'est rendu compte que notre deuxième véhicule était là-bas et déjà immergé. Cette nuit, 15 personnes ont été évacuées et logées dans un gymnase. Une soixantaine devraient être relogées dans la journée pour un quartier d'environ 300 personnes. Nous avons beaucoup d'étangs, qui est le charme de la ville, qui est le charme de la région. Mais en même temps, nous le voyons, ça déverse beaucoup d'eau. Et les systèmes hydrauliques nécessitent des entretiens. Et sans doute l'Office national des forêts aura des travaux importants à faire. Une crue ici qui n'est pas due à une imperméabilité du sol, mais à une saturation en eau des marais. Près de 600 policiers, gendarmes et pompiers ont été mobilisés sur cette opération. Depuis le début des intempéries, ce sont plus de 8000 interventions qui ont eu lieu dans toute la France. Les municipalités yvelinoises touchées vont solliciter auprès de la préfecture la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour inondation. Et les transports n'ont pas été épargnés. Les intempéries en Île-de-France de ces derniers jours ont provoqué des perturbations sur le réseau transilien, notamment la ligne N. La SNCF a organisé un point presse cet après-midi à Meudon pour revenir sur les difficultés qu'elle rencontrait. Hier soir, une canalisation située sous un sentier à Meudon, dans les Hauts-de-Seine, a cédé. Un mur bordant la voie ferrée menacerait de s'affaisser. Des fissures sont observées, comme vous pouvez le voir dans le mur, évoluant jusqu'à plusieurs centimètres par heure. En conséquence, la SNCF et la préfecture ont décidé d'interrompre les circulations de trains entre Paris et Versailles. Un retour à la normale est néanmoins prévu pour lundi. Écoutez Valérie Pécresse qui revient sur les conséquences de ces intempéries dans la région. Elle était au micro de Fanny Bourdillon. Pour les Yvelines Sud, on a eu une alerte inondation très forte. On avait déjà eu des glissements de terrain sur la vallée de la Seine hier. Donc la région a décidé de mettre en place un fonds d'urgence d'1 million d'euros qui permettra notamment aux plus petits villages qui sont aujourd'hui vraiment très en difficulté de pouvoir très vite entamer des travaux d'urgence. Et il est temps à présent de passer à notre entretien. Ce soir, nous allons parler du permis de conduire et du code de la route qui a été beaucoup discuté dernièrement dans l'actualité. Notre invité ce soir, Philippe Colombani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'UNIC, l'Union nationale des indépendants de la conduite. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors nous allons revenir avec vous sur la réforme du permis de conduire qui a été engagée en juin 2014. La visée d'en réduire les délais mais aussi les coûts. Mais tout d'abord, je vous propose de revenir sur les événements de ces dernières semaines. Est-ce que vous avez été impacté par la pénurie d'essence dont nous avons beaucoup parlé ? Personnellement, non. Je n'ai pas eu de retour particulier des collègues sur ce point-là. Je sais que ça a été pas toujours facile de trouver de l'essence, mais en tout cas, je n'ai pas d'écho alarmant, on va dire, sur cette... Bon, à mon avis, il n'y avait pas de pénurie, mais bon, c'est un autre débat. Non, je ne crois pas qu'il y ait eu beaucoup d'auto-écoles en grande difficulté, en tout cas. Et les dernières intempéries, donc là, de lundi et mardi, vous-même, vous êtes propriétaire d'un centre d'auto-école. Ça vous a impacté ? Non. Non, pas du tout. Mais attendez, je ne suis pas représentatif non plus. Je pense à une collègue qui est à Maule et qui a son auto-école est dans l'eau. Elle doit avoir 70 ou 80 cm d'eau dans le bureau. Ça n'empêche pas de tourner avec les voitures, mais effectivement, ça pose des problèmes quand même. Donc il y a sûrement des auto-écoles qui sont touchées par les intempéries. Alors après, on a vu un reportage sur Rambouillet. J'imagine que sur Rambouillet, certains ont été embêtés. Bon, mais je n'ai pas de retour particulier. Alors revenons, je vous propose de revenir sur l'examen du code de la route, donc, qui a été modifié. Beaucoup ont qualifié donc, cette modification d'échec, donc il y a eu beaucoup d'échecs après. Qu'en pensez-vous ? Bon, je pense que ça a été un démarrage catastrophique, il faut le dire. On a eu une chute on est passé de 70% à 16% de taux de réussite et on ne peut pas s'en satisfaire. Bon, maintenant, ça ne veut pas dire que le code est extrêmement difficile. D'abord, les règles n'ont pas changé. On n'a pas dit que les camions roulaient à gauche à partir de demain matin. Les règles sont les mêmes. C'est le type de question qui a changé. On n'est plus sur des je dois, des je peux. On n'est plus sur de la réglementation pure et dure. Elle est, j'allais dire, sous-jacente et des questions sont posées par rapport à plutôt des comportements, des connaissances du véhicule. Ça, c'est les normes européennes. Les directives européennes imposent
qu'on travaille plus sur la connaissance des nouvelles technologies, par exemple. Bon, ce qui a surpris tout le monde, c'est qu'on pensait que nos fournisseurs nous fourniraient des produits, des supports pédagogiques pour travailler en amont et suffisamment tôt et suffisamment pertinents. Bon, il se trouve qu'ils ne l'ont pas été. Ils ont reconnu eux-mêmes qu'ils avaient pris un peu de retard là-dessus. Bon, immédiatement, le gouvernement a réagi. Le ministère. Il y avait des questions qui ont été mises en place depuis le 2 mai, elles ont été retirées. Voilà, ils ont retiré des questions. Mais attention, soyons clairs, elles vont revenir. C'est un retrait provisoire. Elles vont être réintroduites à petite dose, mais elles vont revenir. Moi, j'en ai vu pas mal, franchement, puisqu'en tant que président de syndicat, on a été invité à avoir quelques questions. Il n'y a pas de quoi crier au fou et s'affoler. Alors, il faut savoir qu'après la mise en place donc, de la réforme, le taux de réussite de l'examen est passé de 70% à 17% moyenne, donc selon des chiffres annoncés par la sécurité routière. Où en est la situation à présent? Est-ce que ceux qui passent le code bientôt doivent s'inquiéter? Non. Non, les taux de réussite sont remontés à plus de 60% suite au retrait de certaines questions, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Par contre, il faut le travailler, c'est évident. Le sens de cette réforme, c'est d'avoir une meilleure connaissance de la voiture et du comportement qu'on doit avoir en voiture. Je pense que les jeunes, alors je sais que ce n'est pas facile, mais je pense que les jeunes qui vont faire de la pratique en même temps qu'ils vont apprendre la théorie, ils vont peut-être avoir un avantage. Pour les autres, il est sûr qu'il faut avoir un enseignant en face qui sache faire passer les bons messages. Et ça, les enseignants sont compétents pour le faire. Donc, un bon livre de code, des bons cours de code, et il n'y a pas lieu de s'affoler. Alors, il y a une autre nouveauté qui concerne également le code de la route. Il va être externalisé. Donc, cela devait prendre effet aujourd'hui, mais finalement, c'est repoussé donc, au 13 juin. La Poste et le groupe d'inspection et de certification SGS ont obtenu l'agrément de l'État pour faire passer l'examen du code de la route. Alors, ça veut dire que bientôt, on pourra passer l'examen du code à la Poste, c'est ça ? Oui, alors pas dans tous les bureaux de poste forcément. Si vous voulez, il y a 2 opérateurs privés qui ont été agréés pour faire ces examens. Il y a la Poste et AGS, il y en a un 3e qui va arriver, c'est la société qui fait les examens code en Angleterre depuis plus de 15 ans. Il sera prêt, d'après ce que je sais, au début novembre, pas avant. Alors effectivement, il y aura des examens dans des bureaux de poste. Pas partout. Je sais que la Poste a, par exemple, puisqu'on est dans les Yvelines, un projet de mettre en place un centre d'examen à Bois d'Arcy. Je pense que ce sera dans le grand centre de tri de Bois d'Arcy, mais bon, sous réserve. Mais Bois d'Arcy, c'est certain. Et donc, effectivement, le but de cette réforme, c'est de réduire, voire de supprimer le problème des délais qui était quand même assez lourd dans notre pays. Bon, il y a une contrepartie, c'est qu'il faut payer. C'est-à-dire que chaque élève paiera 30 €. C'est une bonne chose pour vous, logistiquement, ça semble possible et ça va être encadré aussi par des gens finalement qui travaillent à la Poste? Non, mais ça semble possible, c'est possible, puisque quasiment tous les pays du nord de l'Europe ont depuis plus de 15 ans privatisé les examens. Donc je ne vois pas pourquoi la France ne saurait pas le faire. Donc oui, c'est possible. Oui, on le demandait. Nous, mon syndicat demande la privatisation des examens depuis 2006. Alors vous voyez, ce n'est pas d'hier. Il nous a fallu 10 ans pour obtenir l'externalisation du code. Maintenant, attendez, que ce soit des agents de la Poste ou autres, il faut comprendre que quelqu'un qui fait passer un examen code n'a aucune action pédagogique sur l'examen. Les tablettes, puisque les jeunes passeront sur tablette. Ils passeront sur tablette. Les tablettes seront téléchargées avant l'examen par le ministère des Finances, de l'Intérieur. Donc, aucune action sur l'examen par les opérateurs privés. Les résultats, les opérateurs privés ne les ont pas. Les résultats, ils seront collectés, renvoyés à l'ordinateur central du ministère de l'Intérieur, qui renverra les résultats. Donc l'opérateur, ça n'est qu'un intermédiaire qui fait de la logistique. Je préciserai d'ailleurs que sur une salle de X candidats, il y aura donc X tablettes et chacune recevra une série différente. Donc copier, c'est pas possible, c'est même pas envisageable. Donc l'opérateur, il est là juste pour faire la logistique, alors qu'ils viennent de la Poste. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, pour vous, finalement, c'est une bonne chose. Parce qu'il n'y a pas besoin de qualification particulière. Je veux dire, l'opérateur, c'est un surveillant. Bon. Voilà, rassurez-vous, tout devrait bien se dérouler. Moi, je ne suis pas inquiet du tout. Une dernière question avant la fin de cet entretien. Le but donc, de la réforme du permis était de réduire les délais, mais aussi le coût. C'est au gouvernement d'assurer justement cette baisse des coûts pour ceux qui souhaitent passer le permis de conduire?
Écoutez, ça n'engage que le gouvernement. Le gouvernement dit qu'il veut baisser le prix du permis, mais déjà qu'il commence par aider les écoles de conduite à baisser leurs charges. Parce que comme toute entreprise, l'auto-école est soumise à des charges qui sont des charges sociales, qui sont la TVA, qui sont l'impôt sur les sociétés et compagnie. Alors moi, quand je vois des hommes politiques qui disent c'est trop cher et qui en même temps votent des taxes, ça me fait un peu rigoler, parce que ce sont eux-mêmes qui font que... Au passage, je dirais que quand la TVA a été créée dans ce pays par Charles de Gaulle avait dit il n'y aura pas de TVA sur les leçons de conduite parce que c'est pour les jeunes. Depuis, on a 20% de TVA quand même. Hein. Donc, si l'État veut vraiment baisser le coût du permis, qu'il aide soit par des mesures de défiscalisation, comme ça se fait si vous prenez des leçons, une assistance pour aider votre jeune dans le cadre de ses études, et ben, les leçons particulières sont défiscalisées. Pourquoi pas, on peut imaginer qu'une partie des leçons de conduite le soit. Pourquoi on ne baisse pas la TVA? Je ne demande pas une exonération totale, mais on pourrait passer de 20 à 7%. Ça ferait une belle marge pour les jeunes. Donc voilà, c'est facile de dire on va baisser le coût, mais derrière, il n'y a aucune action qui permet de le faire. Merci beaucoup Philippe Colombani d'être venu sur notre plateau. Alors je le rappelle, donc l'externalisation du code de la route de l'examen, ce sera à partir du 13 juin. Prenons à présent la direction de Versailles. Le Conservatoire à rayonnement régional de Versailles s'est agrandi. Le bâtiment historique rue de la Chancellerie, devenu trop petit, est aujourd'hui complété d'une structure accueillant le pôle de danse, mais aussi de musique. Le nouveau lieu, réalisé par les architectes Serge Joly et Paul-Emmanuel Loiret, est au cœur du groupe scolaire Lully-Vauban, avenue de Paris. Mélanie Poquet et Mickaël Midoro. Un plancher plus souple et aux normes, des pièces plus grandes d'une meilleure acoustique, les 200 élèves de la catégorie danse ont maintenant de nouvelles salles de travail. Donc cet hôtel qui comporte les 2 salles de danse, l'accueil et 4 salles de musique. Et cet ensemble vient compléter un corps de bâtiment qui rassemble une petite quinzaine de studios de musique. L'exigence de l'éducation, de l'enseignement artistique que nous proposons s'accorde merveilleusement ici. Avec 1300 élèves et étudiants accueillis par le conservatoire, le bâtiment historique datant de 1670 était devenu trop petit. Situé rue de la Chancellerie, il accueillera la musique et la diffusion. Les arts dramatiques sont eux enseignés au théâtre Montancier. L'extension du bâtiment Lully qui accueille la danse et la musique représente 787 mètres carrés. C'est un projet qui est presque économique en ce sens où si on ne faisait pas ce projet, on était obligé de reconstruire un conservatoire puisque les locaux étaient devenus trop exigus. On a mis à l'extérieur du bâtiment historique qui est donc à côté de la place d'Armes, on a mis ce bâtiment réservé aux cours de danse. C'est un pôle culturel qui a une vocation loco-régionale. Le président de Versailles Grand Parc l'a rappelé tout à l'heure et certainement qu'il aura un rôle absolument important dans la dynamisation et dans le développement de cette pratique artistique et culturelle au-delà de Versailles lui-même. 3 ans de travaux ont été nécessaires. Le nouveau pôle a été financé 2,5 millions d'euros par Versailles Grand Parc. La région, elle, a contribué à hauteur d'1 million d'euros. Il est temps à présent de passer à notre chronique. Le temps n'est pas encore à la fête et pourtant le printemps, bientôt l'été, c'est le mois des plantes. De quoi inspirer les passionnés de création florale. C'est le cas de la société horticole des Yvelines qui organisait une exposition le week-end dernier. C'est Mélanie Poquet qui va nous en parler et nous expliquer ce qu'est la création florale. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Florane. L'exposition, elle s'est tenue pendant 3 jours à l'espace Richaud de Versailles, un moyen pour les 200 adhérentes de la société horticole de faire partager leur savoir-faire, et pourquoi pas donner envie au public de se lancer dans l'art floral. Alors, l'art floral, c'est un art pour arranger les fleurs coupées, les branches ou les plantes dans un vase. Ces bouquets iront ensuite orner une table ou une pièce. Écoutez Céline Froissart, co-responsable de l'organisation de l'exposition, mais aussi de la section d'art floral de la Société d'horticulture des Yvelines. Elle était au micro de William L. On imagine, on part d'un croquis, et puis ensuite il y a les achats de fleurs, il y a le bricolage des montages. C'est vraiment une manière de s'exprimer, après en 3 dimensions, j'allais dire, et c'est vraiment très, très gratifiant. C'est très joli ce qu'on a vu, Mélanie, sur les images. Alors, lors de l'exposition, le public a pu découvrir donc une 50aine de compositions et elles n'étaient réalisées qu'avec des fleurs fraîches. Exactement, des fleurs et des plantes fraîches, qu'elles soient de saison ou exotiques.
Elles étaient arrosées, échangées chaque matin par les exposants. Les adhérents ont laissé libre cours à leur imagination autour de la nature et de la fête. Elles s'inspiraient notamment du douanier Rousseau, un peintre français du 19e siècle, ou encore de Pierre Soulages, un peintre et sculpteur français particulièrement connu pour son utilisation des reflets du noir. Mais si l'art floral laisse libre cours à l'imagination, il y a quelques règles à respecter et Céline Froissart nous les donne. Il faut respecter donc l'espace où on dispose le bouquet, respecter quand même une ligne générale. Il faut quand même que ça soit un minimum ordonné. Et puis quand on travaille avec l'exotique, après ça va être plutôt dans le moderne, dans le contemporain. On va essayer de moins charger parce que la fleur est quand même assez jolie. Enfin voilà, il faut laisser du vide, des lignes assez fortes, des feuillages pleins, des feuillages légers. Il y a vraiment tout un pêle-mêle. Une harmonie à respecter. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'exposition a été réalisée dans une actualité particulière. La Société horticole des Yvelines fête cette année ses 50 ans d'existence. Un demi-siècle de création, il y a plusieurs styles. Il y a ce qu'on appelle les compositions classiques, comme celle qu'on va voir apparaître. Elle a été réalisée par Christine Lambert, un professeur d'art floral de la Société. La base est une lampe de 1950 créée par Tommaso Barbi, un designer italien. La grande feuille en or que l'on voit, c'est la base. Christine Lambert l'a ensuite habillée d'arômes, de feuilles, d'anthorium, de gypsophile et de flexigras, tout en gardant la ligne d'origine. Il y a aussi des œuvres plus contemporaines comme celle-ci. Elle est de Bruno Lamberti. Il l'a nommée « Mon arbre pleureur ». Écoutez-le. J'ai passé une semaine au Japon fin février. Et les pruniers commençaient à fleurir et j'ai vu entre autres des pruniers pleureurs. Et donc c'est vrai que l'œil et le cerveau photographient quelque chose et petit à petit l'imagination fait le reste. C'est comme une œuvre d'art, c'est aussi un peu comme une sculpture. Et j'essaye de varier mes compositions, je ne suis pas toujours fidèle aux mêmes idées, j'essaye de m'inspirer fortement du thème qui est donné. Et à partir de ça, de travailler quelque chose d'élégant et d'assez léger aussi quand c'est possible. Si les créations de ces passionnés vous ont donné quelques idées que vous voulez vous lancer dans l'art floral, rendez-vous sur le site de la Société horticole des Yvelines. Merci Mélanie, est-ce que ça vous a donné envie de vous lancer ? Oui, mais malheureusement, je n'ai pas la main verte, alors je risquerais d'abîmer les bouquets très vite. J'espère que vous nous ramènerez une petite composition rapidement. Si vous voulez vous remettre au sport, Mélanie, peut-être aussi c'est votre cas avant l'été, cette information va peut-être vous intéresser. Jusqu'au 18 juin, la course est mise à l'honneur à Parly 2 au Chesnay. Depuis le 4 mai, le centre commercial a lancé l'opération Unexpected Running. Tous les mercredis et samedis, des sessions de running sont organisées gratuitement. Entourés de coachs sportifs, d'un nutritionniste, d'un ostéopathe, les coureurs peuvent choisir entre un parcours de 5 km ou un autre de 10 km pour les initiés. Alors chaque session est ponctuée d'un moment d'échange avec les professionnels pour prodiguer des conseils personnalisés. Les coureurs peuvent également tester des produits pendant leur séance, comme des boissons énergisantes ou encore des brassards de téléphone. Une dose de convivialité accessible à tous, comme l'explique le directeur du centre. Écoutez-le. La particularité de ce running, c'est qu'on part de Parly 2 et qu'on emmène donc nos clients, les amoureux de sport, dans le château de Versailles et dans son parc. Et c'est une séquence extraordinaire à la fois en termes de paysage, mais aussi en termes de rencontres avec les clients. Donc nous, directeurs de centre, nous, équipes de centre, nous, commerçants, nous courons avec des clients et il y a un super moment de sport qu'on vit ensemble. C'est offert à tous les clients, quel que soit l'âge et ainsi de suite. Il faut s'inscrire donc sur l'application de Parly 2 ou sur le site internet. J-9, les passionnés de football savent de quoi je parle, plus que quelques jours à patienter avant le début de l'Euro 2016. À cette occasion, nous vous proposons cette semaine une mini-série de 3 reportages sur les équipes de football qui auront pour camp de base les Yvelines dans l'Euro. Premier reportage évidemment consacré à nos Bleus. Le centre d'entraînement de l'équipe de France Clairefontaine est situé dans les Yvelines à côté de Rambouillet. Il a été rénové spécialement pour l'Euro 2016 pour mettre les Bleus dans les meilleures conditions. Les salles de musculation, les terrains, le centre médical et l'espace des médias ont été restaurés et modernisés. Présentation du site par Mickaël Elmidoro et William L. Le centre de Clairefontaine, camp de base des Bleus pendant l'Euro 2016, a été en partie rénové. Un bâtiment de 5200 m² a été inauguré au mois d'avril à côté du château. La structure permettra notamment de recevoir les journalistes pendant les conférences de presse des joueurs tricolores. Sur le plan sportif, les Bleus pourront profiter d'infrastructures de haut niveau pour s'entraîner et récupérer pendant la compétition. Les terrains, les espaces de musculation et le centre médical labellisé FIFA ont été modernisés pour l'Euro.
pour les joueurs, ceux qui viennent s'entraîner, il faut qu'ils aient des qualités de terrain aussi bonnes que dans les grands clubs. C'est des joueurs de haut niveau. Donc aujourd'hui, l'effort a été fait sur tous les terrains. Ils ont un gazon neuf, exceptionnel, qualitatif. Donc ça, c'est important. Ensuite, au niveau médical, on est bien équipé. Au niveau technique, au niveau récupération, on est parfaitement équipé. Je pense qu'on est au niveau de satisfaction pour des joueurs de haut niveau. Pour rénover ce site de 56 hectares ouvert depuis 1988, 6 millions d'euros ont été investis sur 3 ans. Les joueurs de l'équipe de France ont glissé quelques idées pour améliorer les équipements. Il y a des échanges, bien évidemment, par rapport aux besoins qu'ils peuvent avoir. Et après, c'est en discussion aussi avec mon staff technique et staff médical. Et après, évidemment, c'est toujours validé par la fédération par rapport au coût des travaux, mais on a toujours eu des personnes à l'écoute pour nous faire en sorte de nous mettre dans les meilleures conditions. Les tricolores vont s'installer dans leur camp de base à partir du 5 juin avant de commencer la compétition le vendredi 10 juin contre la Roumanie au Stade de France. Et demain, découverte du camp de base de l'équipe d'Irlande qui est à Versailles. Enfin, pour terminer cette édition, une dernière information. 8e journée de mobilisation contre la loi travail, c'était aujourd'hui. Du côté des transports à midi, un train sur 3 circulait sur le RERC. Les gares de Porchefontaine, Versailles-Rive-Gauche n'étaient pas desservies. La ligne U reliant la Défense et la Verrière était concernée avec là aussi un train sur 3. 17% des salariés du groupe étaient en grève aujourd'hui. Alors sachez que la grève est désormais illimitée. Le préavis déposé couvre l'intégralité de la période durant laquelle se tient les matchs de l'Euro 2016, c'est-à-dire jusqu'au 10 juillet. C'est à présent la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouvez Séphora Namani pour un kiosque consacré aux 20 ans du mois Molière qui commence aujourd'hui. Nous y reviendrons demain dans JT. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.